Bonjour à tous et re-bienvenue dans cette seconde partie du coup de cet épisode de Palabre sur la musique, donc cette fois sur la musique de film. Donc, c'est toujours un podcast de 3 potes qui aiment parler de cinéma, je m'appelle toujours Cédric et je suis toujours en compagnie de Léandre. Salut. Et Martin. Salut tout le monde. Et du coup, donc comme je disais, on va parler de musique de film plus largement. Donc dans un premier temps, plus simplement, les musiques dans les films, à quoi ça sert ? Pourquoi on les utilise ? Comment on les utilise ? On va essayer de parler de ça. Oui. C'est une question profonde. Un peu large, mais ce que j'entends par là, c'est que souvent, on entend cette expression qui dit que la musique dans les films, c'est 50% fonction, 50% fiction. C'est Alexandre Desplat qui a dit ça, je crois, dans une interview. Mm-hmm. Et en vrai, je trouve que ça résume bien le principe, dans le sens où fonction, tu vas avoir la musique qui va... je cite Alexandre Desplat, mais lui il explique que la partie fonction va élever la scène, va renforcer les émotions, va renforcer les intentions de ce qui se passe. Un couple qui s'embrasse sur le quai d'une gare, et tu vas avoir la musique hyper romantique qui va élever un peu ce qui se passe à l'image. Et l'aspect fiction de la musique, ça va être une scène d'un film, et va y avoir le thème du début du père, par exemple, qui va arriver à ce moment-là du film, et du coup ça va raconter autre chose de la scène, et ça va donner une nouvelle lecture à la scène. C'est ça, ouais. La partie fonction, elle va accompagner ce qui se passe à l'image, elle va essayer de rebondir sur les dynamiques de ce qu'on voit, et la partie fiction, du coup, va rajouter une seconde lecture, va pouvoir amplifier... Donner de la présence à un autre personnage qui n'est pas dans la scène, en fait. Par exemple. Ou même donner une émotion à contrepoint aussi de ce qui se passe à l'image. Genre ça peut vraiment aussi être le quai d'une gare par exemple, et une musique stressante se lance pour par exemple t'amener dans un flashback, ou ça peut vraiment donner une toute autre émotion à une scène aussi. Du coup la musique c'est très 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 important. Pour prendre cet exemple de quai d'une gare, je pense que le 50% de fonction, ça va essayer peut-être de répondre au bruit du train, au bruit des quais, au bruit de la foule et des gens et tout ça. Et la partie fiction, du coup, peut-être apporter ce côté stressant, qui va raconter un autre truc par-dessus qui est pas présent à l'image, mais qui se passe peut-être dans la tête du personnage. C'est ça. Quelque chose comme ça. C'est vraiment un autre moyen de raconter une histoire et de compléter l'histoire qui est apportée grâce à l'image, en fait. Ouais, une autre façon de le dire, c'est 50% imaginaire, 50% utilitaire. Ok, l'exemple fiction, j'avais revu la liste de Schindler il y a pas très longtemps, et la séquence culte de la petite fille avec la robe, la petite fille en rouge. La petite fille en rouge, arrive le thème culte de la liste de Schindler au violon à ce moment-là, et c'est à la fin du film en tout cas, qui raconte du coup vraiment le développement de Oskar Schindler, et à quel point il regrette plein de choses, sur l'aspect humaniste de la Shoah et compagnie. Il y a ce thème-là qui revient à la toute fin de manière encore plus épique, tout ça, mais ça ne raconte pas la scène en fait. On reprend le thème qui a démarré au moment où il prend conscience qu'il y a une chose horrible qui est en train de se dérouler devant lui, et ça revient à la fin, et du coup ça fait un petit écho à sa prise de conscience au milieu du film, quoi. Et ça apporte une espèce de... J'ai un peu mal expliqué, mais en gros, voilà, c'est juste le thème principal qui revient. Ça apporte une espèce de conclusion aussi à cette thématique-là. Cette musique raconte l'empathie de Schindler. Cette mélodie-là raconte pour moi, en tout cas, l'empathie de Schindler, et c'est la mélodie de son empathie. Et ça arrive en décuplé à la fin, et ça commence tout doucement à ce moment-là du film avec la petite fille rouge. Sans passer par un dialogue qui va expliquer... C'est ça, qui va expliquer, qui ressent ça et tout. Non, c'est juste la musique qui amène cette lecture-là. En tout cas. Parce qu'il y a aussi plein de films dans lesquels il n'y a juste pas de musique, en vrai. Ou alors juste un moment musical qui brise tout le rythme que t'avais du film et toute l'immersion dans laquelle t'étais, et là il y a un morceau qui arrive et qui te fait chavirer. C'est souvent au cinéma, en tout cas dans les films les plus mémorables, et c'est un peu vous ce que vous faites avec la musique, et il faudra écouter la première partie pour qu'on vous écoute en parler, mais c'est souvent aussi un décupleur, je sais pas si ça se dit. Un multiplicateur d'émotions. Oui, un multiplicateur d'émotions, quoi. Vraiment pour, ok, il se passe quelque chose à l'image ok, c'est fort, et là t'as la musique c'est souvent la musique qui fait pleurer, qui te met une nouvelle émotion aussi, qui fait appel au sensible. Un lubrifiant à émotion. Oui, un peu ça. Ça apporte un autre côté sensible en fait,
Et puis ça fait écho aussi ça fait forcément appel aussi un peu à la nostalgie, tu sais, les musiques qu'on a écoutées, qu'on écoutait, et du coup, quand ça touche une corde sensible en termes d'image et qu'en plus ça te rappelle des souvenirs de musique que t'écoutais et tout, là ça devient hyper intense, quoi. Et même souvent, dans certains cas où c'est utilisé entre guillemets à l'inverse, où par exemple tu vas avoir une grosse scène ultra violente où ça pète de partout et tout, genre on va te la mettre au ralenti, et la musique ça va être des toutes petites notes de piano. Oui. Ou de la musique classique, très... Sur une scène de bataille ou un truc comme ça, tu mets du Guy... Enfin, je pense à Guy Ritchie, tu vois, notamment son dernier film qui est pas ouf, là, Argyle. C'est Guy Ritchie ? C'est pas Guy Ritchie. Non, c'est Matthew Vaughn. Ouais. Il y a une séquence où justement ça se bat. Enfin, c'est hyper épique tout ça, et justement la musique est presque au ralenti en fait, et ça te fait créer des contrastes de ouf, quoi. Ou à l'inverse, justement, quand t'as juste des personnages normaux qui vivent un truc tout à fait normal, mais tu sais, tu les vois marcher au ralenti en mode épique avec une grosse musique, alors qu'en vrai ils sont juste en train de marcher dans la rue et il se passe absolument rien. C'est souvent, c'est aussi un truc auquel on peut se... C'est la musique qui crée qu'il se passe quelque chose cinématographiquement, quoi. Et même si ça a techniquement aucun sens dans la réalité, c'est quand même un truc auquel on peut s'identifier, je pense, parce que ça fait écho à toi quand tu marches et t'as tes écouteurs. Oui, et que t'as une musique de ouf qui passe alors que tu viens juste de descendre du tram, et ça te fait vivre des émotions quand tu marches de ouf. Enfin, le truc classique, t'es dans le tram, moi je sais que ça m'arrive souvent, à chaque fois je me dis putain c'est ouf, t'es en train d'écouter tes musiques, puis là t'as le tram qui passe au-dessus de la Loire, et t'as le petit coucher de soleil, et là pile au moment t'as la bonne musique au bon moment et tout, et là t'es en mode putain, et tout, genre, t'as le petit moment émotion qui est un peu cinématographique dans la vraie vie. Ça rend un peu tout plus cinématographique, quoi, plus émotion. Ouais, vous pensez que c'est obligatoire la musique au cinéma, enfin genre un film qui a pas de musique, je veux dire, c'est quand même un choix. On en parlait justement juste avant, on parlait de The Office. Ouais. C'est pas du cinéma, c'est une longue série, tout ça, mais justement où il joue très bien avec ça, c'est que c'est des choses banales de la vie de tous les jours, et il y a jamais de musique extra diégétique au-dessus de... Enfin, au montage, quoi. Et du coup, à chaque fois qu'il y a de la musique, c'est parce que c'est diégétique à l'image, donc ça se passe à l'intérieur, ils sont en train de jouer de la musique, et en fait, c'est tellement... parsemé par-ci par-là dans des épisodes, des moments musicaux, que ça donne vraiment de la saveur et de l'intensité à des moments précis, et du coup c'est pas obligatoire, mais du coup quand on a jamais, ça donne vraiment de l'importance à la musique, en tout cas quand il y en a, et à l'inverse les films qui sont remplis d'habillage sonore, de musique, de sound design, tout ça, peut-être que tu te perds un peu plus là-dedans. Et encore, il y a des exemples de, enfin je sais pas, tu vois, des Harry Potter, il y a tout le temps de la musique derrière, et ça crée aussi l'univers du film, quoi. C'est que souvent ça va aussi avec le style du film, c'est que quand il y a tout le temps de la musique, c'est que ça va être un univers à construire en entier, un truc fantastique. Alors que des films plus atmosphériques qui veulent plus te faire ressentir des trucs, pour le coup, j'ai pas souvent ça, mais je l'ai pas vu, Jonathan Glazer là. Person of Interest. Oui. Zone of Interest. Zone of Interest. Il y a de la musique dedans ou pas? Parce que moi, tu sais comment tu m'en as parlé. C'est du sound design, quoi. Oui, voilà, tu sais, c'est des films qui veulent pas mettre de musique parce qu'ils veulent te créer un froid, c'est une fresque, genre, et c'est froid. Ils veulent pas te mettre à l'aise, alors que la musique dans les films, elle te met dans des émotions qui peuvent te faire ressentir des trucs horribles, mais au moins t'es pas perdu. Alors que quand tu regardes un film sans musique, t'as l'impression qu'il y a un truc qui manque, et du coup ça te crée un espèce de truc un peu... de malaise, ouais. Ça va avec malaise, les choix, en tout cas, du film, de vouloir être hyper réaliste dans le jeu, dans la mise en scène. Il n'y a pas d'artifice, tu sais, c'est beaucoup de plans fixes, il n'y a pas de caméra, enfin genre c'est vraiment hyper... J'ai vraiment le mot atmosphère, tu sais, genre... Ouais, mais il recrée, dans la zone d'intérêt, il recrée quand même beaucoup avec l'habillage sonore, et du coup... Mais à l'inverse, justement, dans un peu les musiques négatives, toi, dans les films d'horreur, genre c'est bourré aussi de musique, et ça accentue l'aspect négatif, quoi. Mais souvent, la musique, elle se déclenche après le climax de la peur. Alors tu sais, le moment... Ça amène, non, c'est après, non, c'est avant. C'est les... ça dépend, mec. Des fois, c'est des longs moments de silence où il y a pas de musique. C'est les violons qui grincent, ça monte, ça s'arrête, là t'as le silence, et ensuite, boum, ça reprend quand ça pète. Mais même aussi, il y a ce truc de... Elle est où la limite entre sound design et musique? Genre, il y a pas mal de compositeurs qui jouent un peu là-dessus. Je pense notamment à Thomas Bangalter des Daft Punk sur Irréversible de Gaspard Noé, où c'est que des bourdons enfin et tout ça. Ça ressemble pas du tout à son style habituel, à de la composition musicale. Est-ce que ça compte comme du sound design? Est-ce que ça compte comme de la musique à part entière? Il y a que lui qui le dira. À part le moment où je pense qu'il y a une composition ou quoi, c'est une composition et des choix de mettre sur des notes ou des octaves, enfin sur une tonalité spéciale, mais si ça reste de la musique, tu vois. Si c'est un bourdon et c'est une seule note de A à Z.
moi je le considère comme de la musique, mais Ouais. on est sur une limite aussi de comment tu racontes un peu l'univers de ton film et quelle ambiance tu... S'il y a une recherche mettre. musicale et une recherche musicale, je pense que oui, c'est de la musique. Après, si c'est juste un effet de son. Quand on a parlé du fait de faire un épisode sur la musique de film, je me suis rendu compte d'un truc. J'ai l'impression que, en tout cas dans tout mon entourage, et que ce soit des gens cinéphiles ou pas cinéphiles, j'ai l'impression que les top 5 des gens, enfin le top 10 commun de tout le monde, un peu les films, les grands classiques, les chefs-d'œuvre que tout le monde estime incroyables et qui ressortent beaucoup. J'ai l'impression que c'est très souvent des musiques où la BO elle est hyper reconnaissable, où la BO aussi est devenue un classique. Je me suis fait la réflexion que je pense que vraiment la musique pour ce genre de film-là, elle a une énorme importance. Je suis pas sûr que Interstellar, ça aurait le même impact que ça a eu si t'avais pas eu la BO d'Interstellar. Pareil pour Inception. Enfin, je trouve que ça se retrouve beaucoup dans les films de Christopher Nolan. En tout cas, c'est plus connu comme ça. Et j'ai l'impression que les films préférés des gens, c'est très souvent des films où la BO, elle a transcendé un peu le monde de la BO, où c'est devenu un truc que les gens écoutent presque dans la vie de tous les jours, quoi, tellement c'est devenu hyper connu. Ça dépasse le film. Oui, voilà, c'est en tant qu'œuvre à part entière. Oui, il n'y a pas tant de films que ça. Après, c'est peut-être parce que les films, s'ils sont cultes, justement, c'est parce que tous les aspects du film ont été maîtrisés, même jusqu'à la musique, et que du coup, la musique est devenue aussi culte. Mais du coup, je sais pas la proportionnalité du rôle de la musique dans le fait que ces films-là, ça devenu des classiques, quoi. Genre, mais même plus anciens que ça, oui, les Sergio Leone. Est-ce que la musique, tout le monde la connaît et tout, les Harry Potter, tout ça. Est-ce que si jamais la musique avait été moins bien, est-ce que ces films ils seraient devenus légendaires? Mais un peu moins. Mais je pense que la part de responsabilité de la musique est même encore plus importante que ce qu'on pense, malgré le fait que tous les trois autour de cette table, je pense qu'on est bien d'accord pour dire que c'est sûr que c'est primordial en fait, une bonne musique. Enfin, moi je sais que les quelques films où j'ai pleuré dans ma vie, c'était très souvent parce qu'il y a la bonne musique au bon moment aussi, en fait. T'as deux modèles d'art, deux types d'art en un en fait, avec la musique de film, et du coup si t'as le film qui est génial, c'est top. Par contre si tu retiens aussi la musique elle existe aussi à part, et du coup c'est vraiment... genre compositeur et réalisateur, c'est deux artistes qui font le film. Et quand la BO est connue, Inception, enfin genre tout ça, le film aurait été trop bien, ça aurait été un super film de Christopher Nolan, mais en plus avec Hans Zimmer derrière et la BO, et du coup ça crée encore plus de culte autour du film. De toute façon, mis à part les acteurs, c'est le réalisateur et le compositeur qui décident de ce que ça raconte, quoi. Oui, et puis qui sont connus et qui font venir les gens, tu sais, les gens ils vont pas voir un film pour le directeur de la photo ou pour la costumière. Par contre, il y a des gens, je pense, qui vont voir des films, peut-être pas pour la BO, mais qui disent « Ah putain, c'est Hans Zimmer, trop cool » et tout. Dans certains cas, si, ouais, clairement. Et de toute façon, maintenant... Si tu te dis je vais voir un film parce que c'est Hans Zimmer qui a fait la BO, Hans Zimmer il fait forcément la BO d'un grand réalisateur moderne et célèbre. Oui, mais je veux dire, même la promo du film va miser dessus aussi, ça va devenir un truc à part entière du processus de la com du film, quoi. Ou même, je pense aussi quand il y a un artiste que t'adores et qui est pas un mec qui fait des BO de film, soudain quand il fait sa première BO de film, tu vas peut-être aller le voir spécifiquement pour ça. C'est de plus en plus à la mode en plus, j'ai l'impression qu'ils essaient de plus en plus de faire venir des noms connus dans la BO, parce que forcément ça ramène du monde, quoi. Tu vois, genre Disaster Peace qui a fait la BO de It Follows ou Under the Silver Lake. Après, ils faisaient déjà de la BO depuis longtemps, mais... de jeux vidéo. Et genre, j'ai regardé le film, tu sais, Marcel, le petit coquillage, là. Oui. Je suis allé voir ce film juste parce que c'était Disaster Peace et que j'aime trop ce compositeur, et juste parce que c'était Disaster Peace qui faisait la... moi, je pense aussi à One Rings Point Never, où Daniel Lopatin, qui était très connu, du coup, dans le monde de l'électronique expérimentale, Vaporwave et compagnie, et qui fait maintenant toutes les BO des films des frères Safdie. Okay. Et ça, pour le coup, c'est une grosse couche artistique que tu peux pas ignorer, quoi. Les mecs, ils veulent travailler avec ce mec-là et ils créent presque leur film en se disant ok, on va travailler avec ce totalement, et ça rajoute énormément au stress et aux émotions que tu ressens devant le film et tout, c'est très très parlant. Mais à côté de ça, je me dis aussi No Country for Old Men des frères Coen, c'est un de mes films préférés, que je trouve un chef-d'œuvre absolu. Il y a zéro musique dans le film, zéro. Et il y en a absolument pas besoin. Ça te crée une tension palpable tout du long, quoi, et tu t'as pas de relâchement, en fait. Ça amène du réalisme dans le visionnage. En plus, on vit pas tous les jours avec de la musique dans les oreilles, quoi, donc ça amène une certaine perception du film, quoi. Puis c'est un espèce de calme plat de ce néo-western. Et du coup, vous personnellement, c'est quoi ce que vous préférez dans tous ces partis pris là? C'est genre, vous êtes plus
full BO orchestre à fond et tout machin, ou est-ce que peut-être que juste un petit sound design Moi, je trouve que faut que ça soit toujours au service du projet, quoi. C'est pour ça qu'on discute beaucoup quand on fait des projets avec Léandre, de quelle place va avoir la musique que Léandre va composer et tout, parce que faut que ça soit au service du projet. J'ai trop d'exemples et trop de contre-exemples qui me font me dire, bah oui, moi c'est sûr que oui, j'adore quand il y a une musique de Sergio Leone qui se déclenche dans Il était une fois dans l'Ouest, tu sais, je suis en mode, waouh, putain, c'est trop stylé. Mais par contre, bah oui, No Country for Old Men, pour les mêmes raisons que toi, j'ai aucun problème avec le fait qu'il n'y ait pas de musique parce que ça va dans le sens du film. Après, de manière statistique, de ce que je connais de toi et de tes goûts, t'avais quand même beaucoup dans l'orchestral et les, mais musiques. mec, les musiques mais il y a que toujours j'écoute, des exceptions, forcément. les musiques que j'écoute le plus dans ma vie, c'est des musiques de films, tout comme toi, hein, donc bien sûr. Mais je trouve que des fois, ça vaut le coup de se dire, peut-être que tu sais, il y a faut pas mettre de musique, ou alors faire un truc complètement différent, chercher des trucs chelous, je sais pas, mais... Nous, ça nous est arrivé, du coup, sur la composition de la BO de Une nuit de chien, un petit court-métrage, où on s'est vraiment posé la question. Il y avait des scènes où on avait prévu qu'il y ait de la musique, machin et tout ça, et au final, on regardait la scène, on se disait, mais il n'y a pas besoin de musique sur cette scène, quand même. C'est mieux, en fait, sans. Et c'est là qu'après, le réal, il décide de si on fait quelque chose ou pas. Et oui, après, ça rajoute, en fait, encore une autre lecture, encore un truc à bouffer, en fait, au spectateur. Et je suis d'accord que des fois, ça peut être too much. Quand c'est un peu la musique type fonction, quand c'est OK, la scène est déjà bien mise en scène, on comprend clairement ce qui est en train de se passer dans le scénar et tout, et en plus, tu rajoutes une couche fonction pour, soi-disant, entre guillemets, embellir le truc et faire un peu film, cinéma, tout ça, là, je suis d'accord, c'est en trop. Par contre, quand t'as vraiment des fois, quand c'est un contrepoint, enfin, c'est ça. Ça, je trouve ça trop stylé, mec. J'aime bien aussi quand c'est too much. Tu vois, genre on parle de Michael Bay, des trucs comme ça. Typiquement, moi j'aime trop Hans Zimmer en plus, Pearl Harbor. Ouais. Pearl Harbor, mec, c'est le Michael Bay qui est déjà dans l'excès dans sa mise en scène. Et en plus de ça, avec la musique d'Hans Zimmer derrière, genre c'est la scène justement que je disais du quai de la gare, enfin les retrouvailles, le baiser avec le travelling circulaire autour des retrouvailles romantiques et tout. Vas-y, rajoute du Hans Zimmer derrière avec une musique magnifique. Moi ça fonctionne, tu vois. Mais il y en a beaucoup, je pense, qui sont allergiques à ça. Vas-y, c'est bon. Genre, oui, j'ai compris, tu vois. Genre arrête d'en faire trop et tout. Et même si c'est pas dosé et que c'est vraiment volontaire d'aller à fond dans le curseur, moi je suis sensible vraiment à ça, tu vois. Même si c'est vraiment bateau et que oui, intention, mélancolie, la mise en scène, le jeu et mélancolie, musique, tout ça plus mélancolie, c'est trop beau. C'est genre à quoi ressemble la mélancolie si on pouvait la voir, ça ressemble à ça au maximum, tu vois. Et ça pour plein d'autres émotions, tu vois, comme le cinéma d'horreur et tout, justement. Mais par contre, quand des sons qui fait peur, vas-y. Mais par contre, quand il va y avoir un parti pris inverse qui va être le contrepoint, ou même juste d'aller dans une autre direction, tu sais, que de pousser les curseurs encore et tout. Je serais peut-être moins sensible, mais par contre je vais m'en souvenir après, tu sais, je vais me dire ah ouais, putain, c'est intéressant. Enfin, du coup je vais le regarder et l'écouter, du coup plus comme avec un œil, tu sais, je vais moins me laisser embarquer par les émotions, et je vais plus en mode putain, mais ça c'est hyper intéressant de faire ça comme ça à ce moment-là, et peut-être que ça pourrait servir dans un autre projet et tout. Et du coup je trouve que la musique, si tu veux emmener ton spectateur dans des émotions, tu sais, bam, faut y aller. Par contre, si tu veux des fois le faire réfléchir, tu sais, sur des propos, la société, tu peux essayer de te dire que je vais essayer d'utiliser la musique pour le faire réfléchir différemment et lui amener une réflexion, une autre perception, une lecture avec la musique que tu mets. Et ça, j'ai pas d'exemple là malheureusement, mais je sais que quand ça m'arrive, que je suis en train de regarder un truc et je suis en mode ah putain, ok, c'est cool quoi. L'utilisation de fil glace dans Koyaanisqatsi, ça va trop bien avec en plus c'est je sais pas comment dire. C'est que les images, c'est juste visuel. Oui. C'est des timelapses de gens de New York, de l'humanité. C'est la musique qui te fait rendre compte de la gravité de ce qui se passe à l'image, en fait. Oui, ça fait le lien entre les. Oui, c'est ça te déclenche dans ton cerveau le truc. Ah, mais en fait là, c'est une alerte un peu. Ce qui est en train de montrer, c'est un truc qui est censé me faire réfléchir. Dès que le refrain se lance, tu dis ah ok, là c'est chaud. Enfin, tu regardes un truc qui est censé te bousculer, quoi. Ouais, comme le générique de Il était une fois l'homme, le dessin animé des années 90 avec Bach là, enfin c'est juste l'évolution Darwin, et à la fin il s'envole dans l'espace et la Terre la Terre explose. Oui, c'est ça, la Terre explose. Et ça avait été censuré en plus sur France 2. Cette fin là du générique, elle avait été censurée. Et la musique justement prend une tournure hyper dramatique.
sur l'évolution, à partir du moment où ça commence dans le futur, après le présent, et bah la musique elle est retravaillée très dramatique dans les sonorités des teintes hyper dramatiques. Ce qui se passe, ça pue la merde. Et c'est annonciateur de ça, et c'est la musique qui amène ça, quoi. Bon, après il y a quand même à l'image la Terre qui explose, qu'on a compris aussi avec l'image. Oui, mais la musique arrive avant en tout cas dans cette teinte. C'est dans la manière dont ça évolue que c'est intéressant. Ça garde le même thème, mais soudain il veut plus dire la même chose, plus il avance, quoi. C'est qui vos compositeurs préférés? Enfin, Léon, t'as déjà peut-être un petit peu répondu à cette question, mais toi, Martin, par exemple. Howard Shore. Bah non, mais pendant des années, oui, c'était Howard Shore. Mais à cause d'une musique, tu vois, enfin, pas d'une musique, pardon, d'une œuvre, enfin, de l'œuvre qu'il a fait pour les Seigneurs des Anneaux, je me suis mis à écouter beaucoup de musique de film. J'ai eu une énorme période de Ennio Morricone. Avec Ennio Morricone, ce que je trouve vraiment trop intéressant, je pense qu'on en reparlera et tout, mais je trouve que chez beaucoup de grands compositeurs, malgré le fait que ce soit des génies, et comment dire, ça part d'une base quand même qui est assez souvent la même. Et après, on brode un peu autour. Et j'ai eu l'impression, mais avec mes oreilles d'amateur, que Ennio Morricone, j'avais l'impression que sa base de départ était pas la même. Mais par contre, il y amenait un peu à lui des motifs. Enfin, je trouve que c'était un peu le truc inverse la plupart du temps. Et je trouve ses musiques magnifiques. Bien sûr. Ah si, pour le coup... Vraiment, moi, mon préféré en ce moment, que j'écoute vraiment beaucoup et que je trouve c'est un peu la nouvelle génération, parce que mine de rien, John Williams, etc., ça commence à vieillir un peu. J'aime vraiment trop Nicholas Brittle, parce que lui, je trouve que aussi, il fait des trucs magnifiques, et aussi, entre chaque projet, j'arrive pas à reconnaître. J'écoute la musique qu'il a fait pour la série Andor et la musique qu'il a fait pour Succession. C'est impossible si t'écoutes les deux. En tout cas, moi je pense que c'est impossible si tu sais pas qu'il a fait ça, c'est impossible de dire ah mais oui ça c'est Nicholas Brittle. Alors que je trouve que du John Williams, mais dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme, tu vas écouter un morceau de John Williams des années 80 et un de 2018, tu vas y avoir des trucs qui se ressemblent, quoi, et dans plein de chefs-d'œuvre. Enfin il fait partie de mon top 5 aussi, mais j'aime beaucoup Nicholas Brittle pour ça. Bah ouais, c'est le compositeur de Succession, qui a fait aussi la BO de Moonlight, qui est magnifique. Voilà, moi j'aime trop ce qu'il fait, et il y en a peut-être d'autres, un peu, pour pas citer, oui, parce que j'écoute aussi à fond Hans Zimmer. Je dois avoir écouté 30 de ses BO, John Williams pareil, j'adore James Horner, ouais, tous les classiques, mais c'est vrai que Nicholas Brittle, c'est un peu le nom un peu moins connu et que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Ok. Toi, Léandre, peut-être s'il y en a d'autres que t'as pas cité déjà. J'ai parlé de Disaster Piece, où vraiment j'ai connu avec 2 BO, genre juste 2 BO, Under the Silver Lake et It Follows. Et It Follows, ça m'a vraiment marqué, mec, genre toute la dimension électronique dans sa musique, comme ça que je l'ai connu, avec le thème du film It Follows qui est vraiment incroyable, une sorte de film un film d'horreur, quoi. Dans un film d'horreur qui en plus est une musique un peu mélancolique, mais électronique, hyper puissante, hyper lente en plus. Et carpenterienne un petit peu. Ouais, complètement. Et du coup, son deuxième film où il a bossé, Under the Silver Lake, où là il a fait du Disaster Piece, mais en orchestral. Ouais. Et tu entends un peu ses sonorités ou quoi. Mais sinon, oui, mis à part les grands et tout, je pensais à Ramin Djawadi. Ouais. Ah ouais. Parce que Game of Thrones, juste l'univers musical des thèmes qui tournent autour vraiment de 5 touches sur le piano, genre de 5 notes, et les mélodies. En fonction de la géographie, de la mythologie de Game of Thrones, autour des mêmes gammes, autour des mêmes gammes, mais vraiment sur un truc assez restreint en termes d'harmonie et de composition, il a réussi avec peu à donner un thème à chaque personnage. En fonction de la géographie, t'as des couleurs un peu plus orientales, tout ça et tout. Des sonorités, et juste en termes de composition et d'harmonie, le mec il a trouvé une petite plage d'harmonie, et il a pris ça, il est resté là-dedans, et il en a fait des trucs ultra différents, et juste pour l'aspect technique de compositeur et tout, c'est trop stylé. Et en plus, ça sert de ouf la série la BO est aussi connue que la série, quoi, vraiment. Même ce qu'il a fait pour Westworld aussi. Ouais, et tu reconnais aussi le fait d'avoir Ramin Djawadi dedans, des musiques ultra populaires, genre Paint in Black des Rolling Stones, et de les avoir incorporées dans la série en les réarrangeant et tout. Et très chaud. Et j'ai adoré aussi la BO de Eternals, des Éternels. Pour le coup, on va à fond dans l'épique, le divin, mais les musiques sont vraiment trop belles. Et je trouvais que ça avait vraiment du sens de prendre ce compositeur-là
pour ce film-là, après, qu'est-ce qui en a été fait? Puis sinon, pour un peu changer d'époque et tout ça, en vrai, Vladimir Cosma, Michel Legrand, et toute cette époque-là, justement, bon, pas Cosma pour la nouvelle vague ou quoi. Vladimir Cauchemar. Vladimir Cauchemar, ouais. C'est les musiques d'une époque et c'est des thèmes... c'est très riche en instruments. C'est ça, en fait. En folie, je trouve. Et c'est la musique de la comédie aussi, genre pour moi. Genre c'est... On parle souvent de BO d'horreur, de BO de grands films dramatiques, tout ça. Et il n'y a pas beaucoup de BO de comédie connus, je trouve. Et bah Vladimir Cosma, en tout cas en France, est pour moi le plus connu. C'est les thèmes de Rabbi Jacob et tout ça, bah, c'est des thèmes de comédie. C'est burlesque même juste à l'écouter, quoi. Genre. Et c'est beau, enfin genre c'est des belles musiques, quoi. Moi, un qui est clairement dans le top 5, ce serait clairement Joe Hisaishi, donc c'est pas une réponse originale. Je pense que tous ceux qui ont vu les Ghibli, les films de Miyazaki et tout, adorent, mais justement moi je voulais mettre pour le reste de son taf. Voilà, je voulais mettre l'accent sur d'autres trucs. Autant ces BO là, je les trouve absolument magnifiques, ils racontent des histoires, c'est très très beau, mais c'est toujours orchestral et c'est toujours dans un traditionnel japonais qui permet de raconter des histoires fantastiques et tout ça. Là où justement il est aussi très connu pour ses collaborations avec Takeshi Kitano. Et Kitano du coup il fait des films beaucoup plus ancrés dans la réalité. Et du coup ça permet aussi à Joe Hisaishi de passer dans des styles totalement différents. Je pense à de l'électro, à du rock, à des trucs même quasiment eurodance par-ci par-là. Et je trouve ça hyper intéressant de voir comment il adapte son style à ces trucs-là. D'apparence, ça a l'air beaucoup moins riche et beaucoup moins onirique ou quoi. Quand il les joue en live, et bah, il les fait en version orchestrale et tu vois à quel point c'est vraiment quand même du Joe Hisaishi, à quel point c'est magnifique, quoi. Ça, c'est un compositeur aussi où je trouve que on parle que d'un seul côté de sa carrière et je trouve que l'autre côté est quand même absolument excellent. Pour ceux qui connaissent pas, je recommande surtout la BO de Kids Return, qui est un super film de Kitano, et du coup là il part vraiment en mode électro, quoi. Et du coup c'est très surprenant et c'est quand même très très beau et c'est très touchant. Moi, comme musique. Je suis hyper frustré parce que je m'interdis je m'interdis un peu d'écouter les BO avant de voir les films. Ouais, parce que je trouve que c'est, encore une fois c'est mon avis, mais c'est un peu de donner des indices sur l'intrigue et tout, et puis je trouve que du coup t'as moins quand tu vis le moment en découvrant le film, bah forcément t'es un peu moins, même si la musique elle te touche parce que du coup tu la connais, mais je trouve qu'il y a moins le sentiment de waouh putain c'est magnifique là. De la découverte. Et du coup bah moi tous les films de Kitano je les ai pas vus et j'ai trop envie de tous les voir, déjà parce qu'il faut les voir, et aussi parce que bah, j'ai envie d'écouter le reste de la discographie de Joe Hisaishi. Et puis ça va te surprendre dans certains cas, bah tu vas te dire c'est vraiment du Hisaishi ça, et puis tu vas le reconnaître au fur et à mesure, tu vas te dire très fort. Il est trop fort. Là, c'est le moment où je vais essayer de me justifier du fait que j'adore écouter les BO. Mais non, parce que je te dis, ça tient qu'à moi et tout. Mais c'est un débat, on l'a eu 1000 fois ce débat, mais c'est pas un débat parce que en soi, il y a pas de, pour le coup, il y a pas de bonne. Ça nous a pas empêché de redébattre. Oui, c'est vrai. Mais moi, je te le dis à chaque fois et tout, j'aime trop faire ça parce que j'estime que la musique de film peut exister aussi sans le film. Et c'est là où, justement, je me confronte à d'autres avis. Mais parce que pour moi, elle peut exister hors du film, mais après avoir vu le film. Après l'avoir vu, ouais. Mais du coup, genre, savourer une musique dans sa composition sans avoir les images du film, ça te permet plus facilement d'avoir ta propre interprétation de ce style musical. Si t'écoutes de la musique de film, bah, j'ai pas vu le film, je sais pas, un film de Dolan, la BO est folle. Bah, j'ai jamais vu le film, mais au moins j'aime ce style-là musical, j'aime ce compositeur, et je vais écouter la BO avant de voir le film, parce qu'au moins je serai tout neutre et vierge dans ma manière d'écouter cette musique-là. Et ce sera une nouvelle lecture, une nouvelle interprétation de le voir avec le film. L'un est très bien sans l'autre, mais par contre tu mets de côté, en découvrant la musique du film avec le film, et bah t'auras jamais ta vision propre à toi de cette musique. Tu veux dire, sans les images du film. Sans les images du film. Non mais après si, parce que à force de les écouter derrière, bien sûr tu te fais tes films à toi dans la tête. Ah oui. Bien sûr, mais c'est ce fait d'être vierge. C'est ça. D'interprétation, quoi. Sur la musique. Souvent dans les films, c'est pas forcément de la musique originale qui est composée exprès pour le film. Il y a aussi pas mal de réels qui aiment beaucoup mettre des vraies musiques déjà existantes, plus en mode compilation Various Artists. Donc les plus connus, clairement Tarantino et Scorsese font ça très très souvent, ils font ça très très bien. Bah pareil, c'est un débat, c'est genre quand il tourne le film, il a déjà la musique qu'il a en tête, qu'il veut. En tout cas, je pense pour ces deux réalisateurs-là, c'est que c'est souvent des films aussi où ils cherchent à retracer une époque, une ambiance et des souvenirs tu vois, de leur jeunesse, de leur... Enfin, tu vois, Once Upon a Time in Hollywood, tu sens que c'est une époque pour lui nostalgique et que toutes ces musiques-là, il les ponçait quand il était jeune et il a voulu les mettre dans son film. Mais même quand c'est pas dans une volonté nostalgique, admettons. Oui. Bah, moi, je trouve qu'à des moments, c'est génial, en fait, de pouvoir mettre la musique que tu veux. Qui t'implique beaucoup plus le spectateur aussi, parce qu'il connaît cette musique aussi. C'est ça. Et c'est ça, du coup, c'est peut-être un peu triché aussi parfois, je pense. Ouais, peut-être. Après, encore une fois, c'est les goûts et
Enfin, c'est la volonté du réalisateur de véhiculer ça, et donc il choisit ça, et propre à lui de faire ça. C'est que ces deux réals-là, ils le font souvent très bien et très consciencieusement, ils peuvent toujours avoir la chanson qu'ils veulent exactement, ils l'ont prévu depuis des années, mais il y a pas mal de cas où c'est utilisé très putassièrement. Je pense à tous les trucs Suicide Squad et compagnie, les gros montages où vas-y, on va te mettre tous les trucs ultra populaires pour accompagner cette scène trop badass, trop stylé machin, et c'est genre, c'est pareil, je pense à Cruella, le film Cruella, c'est genre, c'est le cliché de... Le live action ? Ouais. Ah, je l'ai pas vu. Toutes les chansons que tu t'attends à entendre dans ce film, elles y sont, quoi. C'est genre, moi je trouve ça super lourd et je trouve ça assez insupportable. Après, c'est peut-être parce que le réal il voulait pas non plus de création pour son film. Il avait déjà toutes ces idées de musique, et du coup il avait envie d'entendre ça. Alors que pour le coup, si des fois tu t'obliges à faire de la BO pour habiller ton film, bah peut-être que là il y aura plus une BO un peu plus type fonction, tu sais, qui va s'effacer un peu derrière et tout, alors que si t'écris tes scènes et que t'as déjà toutes les musiques en tête, bah fais-toi plaisir. Il y a un peu deux raisons à ça de choisir la compile. C'est soit une raison un peu égo, ou en tout cas une raison personnelle, parce que tu sais, tu veux mettre des musiques qui toi te parlent et t'as envie de retranscrire une émotion à ton spectateur que toi tu vivais en écoutant cette musique. Soit je pense qu'aussi, peut-être dans le cas de Cruella, dans le cas de, comme tu dis, Suicide Squad et tout, la BO elle est faite et t'as les producteurs qui arrivent, ou même le réal, ou même tout le monde qui arrive derrière et qui disent ouais mais là il manque un truc à ta scène, en fait il faut qu'il y ait un truc qui fédère les gens et que les gens ils sont en mode ah putain faut que ça tabasse et tout, et du coup c'est pour ça qu'ils lui disent rajoute AC/DC tu vois, Iron Man rajoute AC/DC et ok là ça claque des culs quoi, mais c'est dans un but un peu commercial aussi. Après le truc le plus commercial en termes de musique, c'est, je trouve à chaque fois, et ça cache tout le film, c'est quand au générique t'as le morceau du film, tu sais, t'as le morceau de Rihanna ou de Beyoncé c'est vrai au moment du générique à la fin. Ça, c'est en mode la chanson originale qui a été faite par Beyoncé. Ouais, c'est ça. Et tu sais, les paroles parlent du film et tout, et c'est hyper pop et compagnie. Je préfère que ce soit dans le générique que pendant le film. Ouais, non mais complètement. Mais pendant tout le film, t'as un vrai petit objet artistique où t'as de la bande originale, t'as tout ça, et puis à la fin, d'un coup, t'as Rihanna. Oui, tu penses à Avatar 2, c'est ça ? Ouais, typiquement. Non mais de ouf. T'es dans un univers propre au film pendant tout le film. Et à la fin, il y a Beyoncé qui arrive. C'est pour avoir l'Oscar de la meilleure chanson originale. Ouais, c'est chiant. Mais c'est chiant après. Mais j'ai plus l'impression que c'est la production, la Warner et compagnie qui ont dit que ce serait comme ça, que c'est James Cameron qui a dit non mais j'ai trop envie que là il y ait je sais pas quelle chanteuse c'est, mais c'est du style Beyoncé et compagnie. Et, dans Avatar 2 ? Ouais, c'est The Weeknd. Ah oui, ok. En tout cas, l'OST ou le Various Artists, la compile, quoi. La compile, moi je trouve que ça va dépendre de ce que j'attends de voir dans un film. Si j'ai envie de m'éclater, forcément la compile, Tarantino... Ces films sont comme ça parce que ces films sont légendaires parce que il choisit les bonnes musiques au bon moment et ça crée un truc où t'es en mode oh, putain c'est génial. Enfin, Django Unchained qui défonce tous les esclavagistes sur du gros rap, c'est incroyable, tu vois. Là en plus c'est des mashups mélange de voilà, en plus c'est mais tu vois Pulp Fiction, la musique tu sais, reprise par les Black Eyed Peas et tout ça là. Ah c'est Miss Rilou, mais c'est un truc grec des années 30 mais ouais. Mais genre ça c'est sur laquelle musique de la première quoi. Ah oui, ok. Maintenant on l'entend et c'est la musique de Pulp Fiction, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que des fois pour un certain type de film c'est trop bien, mais moi ça va moins me toucher dans l'émotion. Oui. Par contre ça va me, tu regardes le film et t'es putain yes, c'est ça, bon choix quoi, genre ça te booste le film et ça peut avoir un impact trop positif, faut pas se mentir. Il y a aussi une autre façon je trouve, et par exemple je trouve ça intéressant que tu parles de Scorsese et de Tarantino, où pour le coup Scorsese qui est un petit peu plus âgé aussi, et tu sais c'est souvent un peu du Frank Sinatra, tu vois, ou du rock beaucoup, oui, ou du rock, ouais, mais tu vois, j'ai vraiment l'image dans Les Affranchis, tu sais, l'arrivée dans le concert hall, quoi, tu sais, où t'as du Sinatra, je crois, et tu sais, je trouve que là, pour le coup, je le vis vraiment encore plus comme un truc, outre le truc jouissif, je le vois vraiment plus comme, là, tu vois, il veut me raconter un truc de son époque, quoi, tu sais, c'est mon papy qui me raconte un peu sa jeunesse, quoi, mais pas du tout de manière péjorative quand je dis ça, mais tu sais, je suis un peu en mode, ah ouais, putain, c'était une autre époque et tout, c'est cool de faire partager ça du coup 40 ans après quoi. Et ça je trouve c'est encore une autre différence. Par contre je sais que c'est pas ça dans la musique qui me touchera absolument quoi. Par contre une BO originale magnifique, oui si c'est au bon moment là. Totalement. Moi je trouve ça beaucoup plus pertinent ce genre de compile entre guillemets quand c'est par
exemple, j'ai 2 cas en tête, c'est par exemple Les Gardiens de la Galaxie, où c'est un peu diégétique, du coup il a toute une histoire avec ces musiques-là. Ça peut être amené de manière aussi cohérente dans le film. Il les découvre tout au long du film et elles ont un sens pour lui, c'est genre sa mère qui les a choisis avant qu'elle décède, machin. Donc là-dessus il y a tout un truc et en plus ça rajoute au côté fun du film, ce qui n'empêche pas d'avoir quand même une BO à côté. Ou pareil, un autre exemple, c'est un film comme American Graffiti de George Lucas par exemple, où c'est tout, c'est encore ce truc de nostalgie, mais c'est tout le monde écoutait les mêmes stations de radio, aller de voiture en voiture, et c'était les tubes de l'époque, et du coup ça... Là pour le coup ça fait plus sens parce que c'est à 50% diégétique, quoi. Ça fait partie de l'histoire. Mais du coup, Les Gardiens de la Galaxie, le concept, il est presque devenu c'est presque allé un peu trop loin, tu vois, sur 3 films. Ouais. Je trouve. Ouais. Qu'au bout d'un moment, ça devient presque un peu... Oui, bon, là, je sais qu'il va y avoir une scène d'action et qu'il va y avoir une musique de ouf. Alors, par contre, tu regardes le film, à la fin, t'es sur ton téléphone et tu tapes la playlist du film et tu rajoutes toutes les musiques dans ta playlist. Ça, moi, j'adore ça. Je pense que les musiques que je rajoute le plus sur mon Spotify, c'est quand je regarde un film et que dedans, il y a une musique trop bien utilisée, et je sais pas pourquoi ça a beaucoup plus d'effet sur moi. Quand tu la réécoutes après, ouais. Oui, ça a beaucoup plus d'effet sur moi que si juste un copain va me faire écouter une musique ou je vais tomber sur une musique à la radio. Enfin bref, quand je tombe sur une musique chouette dans un film, j'ai d'autant plus l'instinct de la Shazam ou d'essayer de la choper, quoi. T'as d'autres musiques aussi qui sont en parlant d'hommage et tout à une époque et tout ça, où justement c'est la notoriété d'une série actuelle, tu vois, je pense à Stranger Things, Kate Bush comme le président, Kate Bush ouais, bon bref, qui justement met à l'honneur un artiste des années 80, et toute la série est un hommage à l'esthétique et à l'ambiance des années 80, stylisé Netflix moderne et compagnie, mais ça a fait revivre, en fait, c'est devenu un tube, une trend de réseaux sociaux. C'était déjà tout ça. un tube bien avant. Mais... Oui, mais c'était un tube pendant 10 ans à une certaine époque, et plus personne écoutait ça, et là, à la période de cette dernière saison, tout le monde écoutait ça sur les réseaux sociaux, les petits formats vidéo et tout, t'entendais tout le temps ça. T'as tous les artistes des années 80, tu sais, qui ont un peu disparu des radars, qui sont en train de prier pour que les mecs de Stranger Things ils les appellent, tu sais, en mode oh putain. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est que je trouve que ça marche en effet dans la série, mais par contre c'est un gimmick, quoi. C'est un peu... Oui. Ça devient tout moche, quoi. Comme Koyanis Katsi, Philippe Glass aussi. Hein. Ouais, c'est le thème de Vecna, c'est repris à un moment du grand méchant. Et Metallica et Journey, tout ce que tu veux. Attends, donc quel film j'ai vu il y a pas longtemps là où ça m'a cassé les couilles. Et d'ailleurs, Quentin, non, ce n'est pas la musique de Stranger Things, c'est Philippe Glass. Mais il s'en fout, il écoute pas. Oui, il y a une BO qui m'énerve, que j'en ai trop marre d'entendre partout. La musique violon par excellence, tu vas trouver direct. Max Richter, Richter Nature of Daylight. Oh là là, mec, j'en peux plus de la vie, mec. Genre, Exactement. Ouais. Dès qu'un cinéaste, j'ai l'impression il veut faire pleurer son public, mais les images elles suffisent dans toutes pas. les pubs et tout. Ah ouais, oui, mais dans les pubs encore, ok, d'accord, mais j'ai regardé encore un film. C'est vraiment devenu un gimmick, c'est devenu un cliché cette musique. Voilà, c'est ça, c'est que là maintenant faut arrêter. Enfin, tu sais, arrêter. Mais non, mais ça devient moi ça fonctionne plus du tout, ça m'agace, genre vraiment. Dans Last of Us où ils l'ont mise, dans l'épisode l'épisode 3, j'ai regardé un film encore où elle y est et tout, et moi pour le coup c'est devenu une BO que je trouve magnifique. Enfin, quand The Leftovers, je crois, la série. Peut-être, ouais. Quand je l'écoute je suis en train de regarder un film, je trouve ça trop beau, et je vais l'écouter pour travailler et tout. Mais j'en ai trop marre de l'avoir. Ça fait vraiment le réel qui a mis musique triste sur YouTube. Et oui, vraiment, en mode je veux faire pleurer mon public, mais mes images elles suffisent pas, quoi. Et je trouve que c'est trop obvious. Et il y a tellement de musique de ouf qui peuvent te faire ressentir ça que tu cherches un peu, quoi. Ou composer un truc original. Oui, mais ça encore après, c'est un autre débat. Mais justement, c'est autre chose. C'était un point sur lequel je voulais arriver, c'est que du coup il y a des musiques qui sont tellement utilisées dans les films que genre c'est presque too much. Enfin, genre la musique phare des Gardiens de la Galaxie, c'était déjà le truc qu'il y avait dans Reservoir Dogs et qui était un peu utilisé de cette manière-là. Blue Sweet là, Octon Feeling. Ouais, ok. Ça c'est déjà la scène dans la voiture dans Reservoir Dogs. Quand il y avait eu la bande-annonce des Gardiens de la Galaxie, tu te souviens? Ouais, c'est souvent. Moi c'est ça aussi que je trouve un peu négatif là-dedans, c'est encore ce morceau des Rolling Stones, et puis encore ce truc-là, parce que ça marche trop bien l'image, j'en peux plus d'entendre ACDC dans des films. Et puis maintenant, dans les bandes annonces, ils reprennent ces musiques-là classiques, et ils les orchestralisent pour en faire des reprises épiques, et ça, c'est devenu version. C'est devenu un modèle économique, en fait, c'est même plus des choix artistiques. C'est maintenant que ce podcast devient un podcast de rageux. Non, parce qu'on va enchaîner sur la prochaine question. Les Gardiens de la Galaxie, en vrai, c'était un peu... Mais ça existait déjà dans les Tarantino, mais j'avais pas le même recul, j'avais pas le même âge et tout. Mais les Gardiens de la Galaxie, moi, ça m'a vraiment fait élargir un peu, tu sais, les musiques que j'écoutais. Et du coup, t'écoutes la BO et du coup, tu te dis, mais attends, je vais aller écouter ça et tout. Enfin,
ça a le mérite de quand même de faire découvrir des musiques de ouf au grand public, quoi, et une époque, et ça, c'est quand même ultra cool. Pourquoi, en fait, il existe des recettes musicales ? Alors, c'est une question hyper large vis-à-vis de la musique, mais du coup, plus spécifiquement vis-à-vis du cinéma. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, en fait, les musiques tristes pour les émotions tristes, les musiques stressantes pour la peur, l'humour ? Et je pense vachement aussi au leitmotiv, le fait que le thème du personnage y revienne plus tard, qu'il prenne un autre sens, les gros clichés qui s'installent et qui reviennent, genre le point d'Inception, ce genre de truc. Comment il fait dans Inception ? Je crois que c'est une grande question, il n'y a pas de bonne réponse, ça fait appel... Il y a quand même des recettes. Oui, mais pourquoi ça marche, c'est plus ça, tu vois. Parce que les recettes, elles existent, ça c'est clair. Et pourquoi on les utilise aussi à outrance Est-ce qu'elles marchent parce que, factuellement parlant, tangiblement parlant, c'est de la musique qui crée de l'émotion, ou est-ce que ça marche parce que ça a été déjà tellement utilisé que c'est devenu... Ça, pour moi. C'est l'éducation auditive qui fait qu'on est habitué à ça, et du coup... Mais par contre, je pense qu'il y a des vrais... même avant la musique de film et tout ça, il y avait aussi... dans le classique, tout ça, des tonalités, quoi. Genre juste ça c'est dramatique, ça c'est grave, ça c'est joyeux, ça fait appel au printemps. Mais parce que même à cette époque-là, les opéras et tout ça, il y avait déjà une histoire. Ça résumait une histoire, tout ça. Du coup, avant ça, d'où ça vient et tout ça, il y aura peut-être des musicologues ou quoi qui sauront nous expliquer. C'est particulier à quel point c'est abstrait. Et en même temps, tu te mets sur un clavier et tu fais tel accord avec telle mélodie et tout de suite ça fait triste, ou alors tout de suite ça fait joyeux, ou alors ça. Tu rajoutes des drums, tout de suite ça rend le truc épique. Et est-ce que c'est l'éducation auditive de notre culture, la pop culture et tout ça qui a fait qu'on a instinctivement ces émotions-là, ou est-ce qu'il y a une vraie raison psychique et mathématique Moi je pense qu'il y a les deux. Hein. Ouais, il y a quand même forcément. Un truc réel, quoi. Tu vois, un truc. Mais c'est la culture qui a créé ça, en tout cas en termes de sensibilité chez les humains. Sinon c'est impossible. Tu sais, je me dis je t'avais déjà dit, imagine on voyage dans le temps et tu vas sur un clavecin au XVIIe siècle, sur un clavecin, et tu te mets à jouer du jazz. Est-ce que c'est Retour vers le futur? Oui. Avec le concert de rock. Oui. Ouais. Du coup, typiquement, est-ce que la Renaissance ou quoi, est-ce que pas forcément du jazz du coup, mais ouais, si, du jazz, et genre tu joues du jazz, est-ce qu'ils vont être en mode « Ah, mais c'est joli, en fait, ça sonne bien ». Est-ce qu'ils vont entendre la beauté de la mélodie, ou est-ce que justement ça va sonner comme si je grattais sur un tableau de la même manière, tu vois. Ou est-ce que j'arrive avec une guitare à l'Antiquité, ou alors un synthétiseur, tu vois, un truc électronique. Ah là, après c'est autre chose parce que t'as le là ils vont me prendre pour un sorcier. Et puis, voilà. Non mais ou en tout cas avec un truc naturel, tu vois, genre une sitar ou un truc comme ça, et je joue justement du AC/DC dessus. Est-ce que pour eux ça va être waouh, ou est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont faire rock'n'roll, quoi. Ça pour moi c'est un peu la question de l'éducation auditive. Est-ce qu'on est habitué par des émotions et une musique qui va avec, etc. Et du coup maintenant c'est instinctif. Ou est-ce que justement tu joues un morceau magnifique de jazz à l'Antiquité et ils vont être face au truc en mode mais c'est hyper joli, on n'a jamais entendu ça et c'est tout de suite joli. Mais je pense que ça dépend aussi de la sensibilité, hein, parce qu'il y a des... Là c'est la musique en général, tu vois, la musique de film, même ça nous arrive des fois, tu sais, quand tu composes ou même quand on écoute un morceau, pour toi ça c'est lumineux ou c'est triste ou c'est il y a de l'espoir ou c'est d'une noirceur totale, et des fois on n'est pas... Ouais, mais je pense qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'on ressent, on n'est pas d'accord sur la manière dont on utilise le mot, c'est plus ça, tu vois, je pense. Ah, je sais pas, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a aussi en fonction des sensibilités et de peut-être, oui, l'éducation et le passé et comment t'écoutais de la musique avant, enfin bref, qui fait que t'écoutes différemment, mais pourquoi ça marche? Et je voulais dire spécifiquement dans le cas de l'image, avec de la vidéo sur un film, tu vois. Pour moi, éducation auditive de tout ce qu'on connaît depuis tout petit. Et peut-être un peu de magie. Un peu de la magie, et puis un peu beaucoup de mathématiques aussi, et de choses que je pense quand tu fais de la musicologie et tout, t'apprends à comprendre certains aspects de la composition, et il y a des choses qui marchent et c'est comme ça. Et même au niveau des styles et des sonorités, tu vois, si tu fais un péplum et que tu mets, je sais pas, du rap ou du métal ou des trucs qui ont vraiment rien à voir, tout de suite c'est soit un gros parti pris qui marche hyper bien tellement c'est original, soit c'est ovni, tout le monde est en mode mais qu'est-ce que tu fous, mais c'est ça, et ça n'a aucun sens. Comment tu doses ce truc là et c'est comme c'est une prise de risque. Pourquoi est-ce qu'un travelling avant sur un personnage, ça veut raconter quelque chose, tu vois. C'est comme la musique, pourquoi tu fais cet accord-là? Pourquoi tu fais cet accord-là? Là, je veux dire les deux en même temps. Le fait que quand ça cut et qu'il y a un truc qui se passe pile à ce moment-là dans la musique aussi, ça a beaucoup plus d'effet que quand tu le fais une seconde après, tu vois. Parce que c'est les codes de cet art-là, du cinéma et tout ça. Ça aussi. C'est les codes.
on bouffe de ça tout le temps depuis tout petit, et donc forcément c'est des codes qu'on a. La sensibilité et le côté un peu magique de ça aussi, quoi. D'où les premiers réalisateurs qui ont commencé à inventer ces codes-là. Pour eux, par contre, ils étaient légitimes dans leur génie parce que ils inventaient des choses qui sont naturelles et instinctives maintenant, aujourd'hui, quoi. Il faut qu'il y ait de nouvelles prises de risques, de nouvelles façons de faire des choses raconter. Et tout. Et comment réinventer en 2024 pour moi, c'est en prenant des risques, en fait. En prenant des risques, en servant des nouveaux outils aussi. À l'époque, c'était aussi ça, tu vois. En faisant des mélanges originaux. Ouais. Parce que justement, à la base, si on revient au tout début de l'histoire du cinéma, le cinéma était muet, mais par contre, il y avait du coup de la musique tout le temps. Il y avait de la musique tout le long du film, sans qu'il y ait une seule parole. Et par contre, c'était des musiques qui étaient totalement interchangeables. Genre, il y a pas mal de films muets des années 20 où tu peux trouver différentes versions avec différentes BO qui ont été faites à différentes époques. Et ça marche dans tous les cas, mais tu te rends compte à quel point. Ça reste des musiques assez similaires aussi. Pas forcément. Non, pas. Moi, je pense à Giorgio Moroder qui a fait une version dans son style de Metropolis de Fritz Lang, par exemple. Des trucs vraiment comme ça. Et du coup, c'est au moment où le parlant arrive que soudain tu te retrouves à devoir faire des choix concrets. Quelle place ça a, le son des acteurs et du film, le sound design, et quelle place a la musique. Et surtout, du coup, on parle de ces codes-là, de comment ils sont arrivés. Je suis obligé de penser à King Kong, qui est le premier, ou l'un des premiers en tout cas, film dans lequel la musique a été faite spécifiquement pour l'image, et où les sons correspondent exactement à ce que tu vois à la seconde près, même si c'est hors des temps musicaux. Il y avait le Mickey Mousing aussi. Justement, j'allais en arriver là. Okay. Genre, dans King Kong, il y a un plan très spécifique, tu vois un personnage marcher vers la caméra, c'est un des autochtones, et à chaque bruit de ses pas, t'as un tambour qui correspond, sauf qu'il n'est pas régulier, tu vois, dans le bruit de ses pas. Et c'est la première fois, en fait, qu'il y a cette conscientisation dans la manière l'utilisation de la musique pour l'image. Et du coup, c'est comme ça, ouais, tout à fait, t'as raison, Léon, et je vais te laisser expliquer, parce que je pense que tu expliques mieux que moi. C'est comme ça on en arrive au Mickey Mousing. Le principe, même de Disney, c'est Disney qui a fait ça tout le temps, en fait, dans leur premier... dès l'époque du muet, pour le coup. Ouais, dès l'époque du muet. Où justement, ils faisaient parler les personnages avec la musique, où, je vais pas faire les imitations, mais en tout cas, t'as je sais pas, un personnage qui tombe des escaliers, tu vas avoir, ça pourrait être quel instrument, j'en sais rien, mais en tout cas, il tombe des escaliers, ouais, voilà. Ou alors il est surpris, il regarde comme ça, tu vas avoir des pipeaux, c'est le Mickey Mousing. Un personnage qui essaie de faire un truc mais qui se foire dans son truc et qui se pète la gueule, et ça fait ouais, voilà, c'est ça. Ce genre de truc, mais que ça accompagne constamment et que ça s'arrête jamais. Que la musique s'accélère quand ils se mettent à courir et ensuite ça se ralentit. Mais du coup, c'était spécifiquement lié à l'animation, parce que c'était une manière de faire parler un peu les situations et les personnages dans ces trucs-là. Et du coup, c'est dès que c'est arrivé dans le live action, dans les années 30, que tout de suite, il y a tout ce langage-là qui a commencé à se mettre en place, et comment tu fais parler la musique à travers les images, et quel équilibre il y a entre les deux. C'est ça. La dernière question principale que je me posais, c'est vis-à-vis des styles musicaux. Pourquoi les BO des films, elles sont à 80% orchestrales? Là où maintenant, évidemment, il y a des BO intégralement rock, électro, rap et tout un tas d'autres trucs. Je pense avoir une petite réponse, mais j'en sais rien. Est-ce que ce serait pas parce que le cinéma, quand il est apparu, il y a eu toute l'apogée du cinéma avec les musiques de films qui allaient avec et tout, c'était juste une époque où en fait les instruments c'était des vrais instruments acoustiques. Et du coup, on était déjà dans une époque acoustique, en fait, de piano, de guitare. Ouais, mais il y avait quand même des chanteurs, il y avait quand même des pop songs, entre guillemets. Ouais, après, t'as aussi une bonne partie du cinéma où la musique de film, c'est ça. Mais je suis d'accord, c'est 80% d'orchestral derrière les musiques ou quoi. C'est sûr qu'il y avait moins de choix à l'époque. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'électronique à l'époque du cinéma. Quand ça a commencé, il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas de rap, il n'y avait pas de tout ça. Mais je veux dire, même encore aujourd'hui, les trois quarts des BO sont quand même c'est toujours orchestral. Mais est-ce que ça va avec? Il n'y a qu'un orchestre qui peut te faire vivre des émotions. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment qu'un orchestre qui peut... Bah non. Non, mais... C'est la puissance mais quand même, voilà, un orchestre, c'est une symbiose de plein d'instruments différents. Juste, les vents, les cuivres, ça amène des émotions différentes, donc ça crée une espèce d'osmose. De couleur, c'est une couleur particulière d'un ensemble, en fait. Et c'est une quintessence, tu vois, si je peux aller dans ce genre de mots, mais c'est l'absolu, quoi. Tu peux pas faire plus gros qu'un orchestre. Et plus complet, ouais. Plus complet, et du coup, le fait de mettre ça au service d'un film, c'est... Si un film recherche la puissance... Oui.
ça va de soi que ça aille vers un orchestre. D'où M83 et tout ça, qui justement utilise plus des synthés et tout ça pour aller. Vangelis et tout, il n'y a pas vraiment d'orchestre, c'est que des gros synthés, mais en termes d'intensité ou quoi. Ouais, mais pour le coup, c'est puissant aussi, quoi. Mais c'est puissant. Donc, ça fait mais parce qu'ils ont répliqué les schémas aussi de l'orchestre. Ouais. Ils ont répliqué, ils ont refait ça. Après, forcément, je pense que ça vient aussi de l'opéra. Ouais, de ouf. Ouais, c'est clair. C'est raconter une histoire, ça s'est toujours fait un peu de cette manière-là aussi, ou comme tu dis, l'opéra. C'est que ça va de soi un peu dans le cinéma, c'est un réflexe comme un peintre, il a une toile en bois, enfin un carré, c'est logique dans la plupart du temps. Du coup, musique, cinéma, émotion, intensité, t'as l'orchestre et c'est... Ah, mais maintenant qu'on est loin dans le futur... Oui, et c'est une loi, je pense que c'est plus une loi culturelle, enfin genre c'est c'est une base. Une base mais qui fait cinéma en fait. Puis on est loin dans le futur, mais on est encore dans la génération des cinéastes qui sont de la génération d'avant. Donc c'est normal qu'eux, ils se servent encore des outils. Tu vois, les cinéastes ou les compositeurs, ils se servent encore de ce qui marchait à leur époque, quoi. Qui auront 40 ans dans 20 ans. Peut-être que ça se fera plus du tout pareil, la musique des films. Dans ce sens-là, comme si ce truc-là allait disparaître. Je pense pas. Pour le coup, là, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu dans une transition, mec. Il y a de plus en plus de BO, comme on disait, fait par des rappeurs, qui mélangent des sonorités. Mais c'est toujours lié au sujet du film aussi, quoi. C'est jamais innocent, tu vois. C'est pas dans un téléfilm Disney Channel que la BO ça va être du métal, tu vois. Mais en tout cas, la question de l'orchestral, c'est parce que là, on est encore. On est dedans. Enfin, les compositeurs les plus célèbres des films qu'on voit, ils ont 50 ans. Ils ont 60 ans minimum, quoi, ou presque. Puis du coup, c'est les anciens qui les ont influencés, machin. C'est ça. Et c'est ça. Et par contre, c'est l'héritage. L'héritage, le titre du podcast. Non mais c'est clair. Ça serait qui les jeunes compositeurs actuels T'en as là le mec qui a fait Oppenheimer, tout ça. Ludwig Göransson. Tu vois, c'est encore différent, mec, en termes de. Enfin, ça commence déjà. Aussi, il est jeune, lui, je crois. Ça commence déjà à être différent. C'est vrai que c'est des gros mélanges de plein de trucs, de plein de cultures différentes. C'est beaucoup moins en mode. Alors là, je veux des cuivres, je veux des. Hans Zimmer, il va essayer d'imiter son maître John Williams et tout ça, et puis inversement. Et ça va toujours être un peu une génération au-dessus de l'autre. Ça garde un peu les logiques, mais du coup, ça va chercher des l'héritage, en vrai. Je pense que c'est vraiment une question d'héritage, d'époque et tout ça. Et que, comme pour les films, on est dans une transition. Hein. Moi, je pense que le côté classique du cinéma, il va de plus en plus disparaître, entre guillemets. Il y aura de moins en moins de grands films comme moi j'aime, de grandes fresques. Oui, voilà, ça va être de plus en plus du film de genre, mais c'est très bien, hein, ça me va, mais ça va être de plus en plus un peu à la recherche, un peu de l'ovni, perpétuel, et la musique sera pareil en fait, et sans pour autant faire de la généralité, parce qu'il y aura toujours des gens qui, et ça reviendra, enfin c'est toujours. Et plus en mode nostalgique. Voilà, et c'est toujours pareil. Mais en termes de stats, on est dans l'époque où c'est une majorité de gens qui continuent perpétuer ce truc-là, mais ça change de plus en plus aussi dans ce style-là. Quand même, je trouve qu'on le sent, la différence. Hein. Et justement, du coup, dans cette logique-là, il y avait un dernier truc dont je voulais parler, je l'avais pas noté, mais je vais le dire maintenant. C'est les templates, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Vous savez pourquoi dans les Marvel et compagnie, tu ressors du film et t'as zéro souvenir de la musique. Genre, y a rien qui t'a marqué, alors que pourtant t'as une BO complète de full orchestre avec des thèmes et tout machin, et t'en ressors comme si, avec aucun souvenir de ces trucs-là, en comparaison avec les John Williams et tout. Parce que justement, maintenant, ils font ce truc en amont, où ils font un montage, et ils mettent des musiques qui existent déjà dessus, des musiques d'autres films. Et du coup, on en parlait dans la première partie. Et ils filent tout le truc au compositeur, et ils lui disent, fais ça. Fais-moi un truc similaire. Et du coup, ça fait un truc pauvre. Genre, c'est la production industrielle, quoi. Genre, le futur parlera, mais ils s'en mordront les doigts, en fait, de faire ça. Enfin, ils s'en mordent déjà les doigts, de toute façon. Les gens, ils ont envie de voir des trucs où ils sentent qu'il y a quand même du taf derrière. Et je dis pas qu'il n'y a pas de taf derrière Marvel. Et encore, tu dis ça, mais finalement, c'est les films qui font le plus d'entrées. Mais mec, là, c'est en train de. C'est des énormes bides les uns après les autres. Et à côté de ça, t'as un Oppenheimer qui fait un des plus gros scores au box-office, quoi. Enfin, les gens, ils ont envie de. Maintenant que le cinéma est cher, ils ont envie d'avoir du. Je pense que si Oppenheimer ne parlait pas de la bombe atomique, il y aurait eu peut-être moins d'entrées. C'est surtout si c'était pas un film de Nolan. Oui. Mais c'est parce que les gens, ils vont voir un film de Nolan, parce qu'ils savent que justement, lui, il fera pas merde, c'est quoi le mot, des templates. Il fera pas une template, il dira pas à son compositeur, fais-moi une template, fais ça. Enfin, fais une musique comme tout sera taffé, quoi. Et les gens verront quand même un truc que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas.
qui propose quelque chose. Et ça sera pareil pour la musique, et au bout d'un moment, les gens, ils en auront marre aussi d'avoir ça, tout pareil. C'est juste qu'on est plus habitué, on est plus à l'aise dans le fait de pouvoir critiquer un film et de démonter un film pour X raison qu'une musique. Parce que la musique, en tout cas moi et je pense la plupart du grand public, on s'exprime quand même beaucoup par du j'aime ou j'aime pas, quoi. Enfin, tu vois, ou du ça m'a parlé ou ça m'a pas parlé. C'est moins facile que de parler du cadrage, que de parler de la lumière, parce que ça reste quelque chose d'intangible, quand même. Donc, d'émotionnel, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de petits jeunes aussi, qui peut-être, enfin des gens nés après l'an 2000, on va dire, qui... Tu dis des petits jeunes parce que tu viens d'avoir 30 ans ? Ouais, parce que je suis un boomer maintenant. Plein de gens qui commencent à se poser ces questions-là maintenant, de se conscientiser, qui, je pense, vont voir Dune au cinéma et se rendre compte d'à quel point une BO peut avoir une personnalité et vraiment raconter quelque chose, être ultra singulière, et du coup remettre en question aussi... bien sûr. Heureusement que la génération juste en dessous de nous, là, qui, eux, leur blockbuster, ça aurait été les Marvel, vont voir un film comme Dune et se disent « Oh, putain, il y a un délire quand même. C'est cool de montrer, là, ça a taffé, quoi. » C'est que non seulement c'est très spécial, mais en plus, tu ressors du film, tu la chantes, la mélodie, quoi. Alors que la mélodie d'Ant-Man 3, comment même pendant le film, j'arrive même pas à l'entendre vraiment, tellement c'est invisible, quoi. C'est clair que là, je crois, dernier film de super-héros où j'ai retenu la musique, c'est Aquaman, quoi. Ouais. Sinon... Après, c'est aussi Villeneuve qui donne de la place à la musique. Aussi, tu vois, peut-être que dans Ant-Man et tout, finalement, ça reste beaucoup derrière et que... c'est des faiseurs, c'est voilà, c'est ça. Décisions genre, oui, c'est sûr que t'as pas un son, ils s'embrassent, Zendaya et Timothée Chalamet, et ils se font un baiser, et là, t'as que la musique, ça la met en avant, c'est hyper fort en termes de volume et tout, donc... Et en plus, la musique est travaillée, hyper belle ou quoi. Elle est incroyable, la musique, pour le coup, elle reste ou quoi, mais tu vois, genre, notamment Pauvre Créature, je trouve la BO 10 fois plus nouvelle, avant-gardiste, en originalité, genre j'avais jamais entendu ça, tu vois, genre dans des films ou quoi. Ah ouais, mec, c'est chelou, j'ai réécouté et tout, et t'as des instruments, je sais même pas ce que c'est comme instrument et tout, c'est trop bizarre. C'est beaucoup de... C'est ça, alors que oui, Dune, t'as l'univers de Dune, t'as la grande réalisation, blockbuster, d'auteur. C'est encore autre chose aussi, c'est que Pauvre Créature, c'est une création originale. C'est ça. Là, et c'est complètement absurde. Zimmer, il doit s'adapter à quand même une... Je mentionnais Dune, je le comparais à Marvel parce que c'est un gros blockbuster. Mais c'est un bon contre-exemple de Marvel, justement, Dune, parce que c'est le blockbuster et la musique qui sort du lot et tout. Comme Oppenheimer aussi, la musique elle sort du lot. Et en plus, elle a du sens musicalement vis-à-vis de la réaction en chaîne, de la physique et tout ça. Et du coup, ça... Et c'est que ça avait déjà sa place dans le Dune de Lynch aussi, d'avoir une BO un peu singulière. Ouais. Tout à fait. On a de la chance d'avoir encore des films comme ça. Ouais, oui, moi j'avais peur qu'on s'enfonçait dans un sacré gouffre. Et au final, heureusement que le public commence à s'en rendre compte et en avoir marre. Parce que ça, c'est clair. Au moins, on voit les efforts et ils payent et ça fait plaisir. Grave. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur le dernier petit jeu pour clôturer cette deuxième partie d'épisode, avec un petit jeu qui, pour la première fois, Léandre nous a préparé. Ce que je vous propose, alors c'est très très simple, on aime beaucoup les blind tests, tous les trois, et j'espère que nos auditeurs aussi aiment ça. J'ai branché le piano à côté, et de manière très simple et minimaliste, je vais vous faire un petit blind test de musique de film. Classique shit. Ce qu'il faut préciser, c'est que Martin, je pense, qui passe beaucoup de temps avec moi vu qu'on taffe ensemble ou quoi, on entend beaucoup jouer les mêmes choses depuis des années, donc il va potentiellement avoir un avantage sur Cédric. C'est sûr. C'est vrai. Et du coup, ma victoire n'aura aucune saveur. Non, mais je compte sur toi pour avoir fait des choix qui sont... Il y a du très très simple, du un peu moins simple, et peut-être quelques trucs où il faut le trouver. Et je vais jouer vraiment le refrain mal joué, et voilà, on s'en fout. Par contre, niveau micro, je vais être loin, donc je pourrais pas trop... C'est pas... Ouais, je crierai. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Et ça part en impro blues. Oh. A bit boo. Okay. Incroyable. Chaque fin d'épisode, on fait un petit impro blues. Premier film. Harry Potter. Oui. Point pour Martin. Seigneur des Anneaux. Oui. Okay. Je laisse. Oui. Je la connais, mais qu'est-ce que c'est ? Il les joue mal.
Pas se faire taper dessus par les icos. C'est pas genre Forrest Gump ou... un Truman Show... Ah, Titanic. Ouais. C'était Titanic? Ok. J'ai mis du temps. Voilà, j'ai J'étais pas mal pas du joué. Tu leur enregistreras. En fait, les enchaîner, tu sais, faut que je retrouve quand même un peu les notes et tout, mais... Ouais, ok. C'est toujours mieux que mon rap. C'est Evangelis? Mais non, attends. En fait, il les réarrange un peu. Oui. Le dernier des Mohicans? Ah, Oui. putain, bien joué. Tu les réarranges un petit peu en fait. Oui, du coup, bah ouais, c'est- je mais connais non, mais pas c'est les bien. partitions, Mais tant je mieux, fais à l'oreille, quoi. tant mieux en vrai, du coup ça perturbe. Comme ça, un on peu. se fait pas striker le podcast. Ouais. Oui. C'est It Follows. Mais je les connais par cœur, putain. La liste de Schindler? Mais non, mais mec, j'ai pas. Bah, je la connais pareil, mais... Qu'est-ce que c'est? C'est Cosma. Non. On est sur les années 80. Mais oui, mais. Ta, 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 ta. Putain. Non, Vous l'avez pas? Donne un indice. C'est une musique de Giorgio Moroder. C'est Midnight Express? Ouais. Putain. Putain. C'est ça. Ah, forcément, dès que c'est au piano, ça sonne pas du tout pareil. Quoi. Bah ouais. Et justement, c'est pour ça qu'il En est fait- cool sur le piano, tu vois. Truman Show. Oui. Ça... Bien joué. Celle-là était bien jouée. Ok. Stranger Things. Kids. Stranger Things. Le thème des enfants. Vous l'avez regardé ou pas, La Demoiselle et le Dragon? Non, il faut que je regarde. Apparemment, c'est pas ouf, mais je vais regarder. C'est Netflix. C'est pas Forrest Gump, ça? Mais non, c'est pas Non. Forrest Gump, c'est Cosma, ça, pour le coup. Oui. Ah, mais oui. Mais C'est pas comme si je te le jouais tout Mais tout oui, le temps. mais j'ai pas le nom du film. C'est la chèvre. T'es pas loin. Bah ouais, c'est les compères. L'autre. Ah, c'est pas le blond avec sa chaussure noire, là? Non. Putain, je tourne autour. T'en manques un. Le boulet. C'est toi le boulet. Après, si tu jouais bien les morceaux, peut-être qu'on y arriverait mieux. C'est celui que je joue le mieux. en plus. Ouais, c'est clair. Ah, bon, c'est un film avec Pierre Richard. Ouais. Et Gérard Depardieu. Oui, putain. C'est les fugitifs. Les fugitifs, ah putain. Ok. Pas de points. Retour vers le futur. Non. Haïti. Ouais. Ouais. Il est bourré pianiste. La La Land. Ouais. Putain. Ouais, mais là, mec. Celui-là, il est pas facile. J'espère que vous l'avez vu, surtout. Donne un indice. Je crois Kurt Russell, mais je suis pas sûr. Western. Et je crois que je dis de la merde en disant Kurt Russell. Ouais, Tombstone. Western, moderne. Danser avec les loups.
vrai que ça fait western. Il y a un petit côté country. Ouais. Ah, True Grit. Oui. Ah, mais non, Jeff Bridges. Jeff Bridges, moi je confonds pas. Ok. Voilà, j'ai pas l'autre accord. Ouais. C'est un film d'animation? Non. Mais j'ai changé d'univers justement pour un peu changer. On a parlé dans l'épisode d'avant. Ah, Under the Silver Lake. C'est pas un film d'animation ça? Non, mais c'est très coloré, c'est un univers bien marqué. Ah, Wes Anderson, Grand Budapest Hotel? Oui. Ok. Elle est ouf cette BO d'ailleurs. C'est Oui, qui fait ça? Desplat. Ah oui, c'est Desplat. Mais les poulains? Ouais. Forrest Gump, je vais le dire à chaque fois. Peter Pan. Oui. Oh. Oh, Oui, oui. Forrest Gump. C'est pas Forrest Gump. Il a tout le temps les très belle cette musique. Mais c'est Truman Show aussi, non? Non, mais t'es pas loin. Hein. Oui. Jim Carrey. Ah, Eternal Sunshine? Oui. Forrest Gump. Ça, c'est Forrest Gump. Mais putain, c'est une blague. Ah, le vol. Vous compterez combien de fois Cédric a dit Forrest Gump juste avant. World War Z. Oui. Ouais, c'est un peu de la triche. Pourquoi? Bah, c'est un morceau de Muse. Enfin, c'est dans un album. Oui. Ouais, ça a été comme, utilisé dans la bande-annonce du film. Comme Barry Lyndon, quoi, mais Ah ouais. Et Barry Lyndon, elle est utilisée dans plein d'autres films aussi. rageux. Oui, mais elle est utilisée plein de fois dans Barry Lyndon. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais clairement, Elle c'est le numéro 1. Bah, Yanis Katsi. Putain. Le titre est rallonge en plus. Ok. Et un dernier. Tu peux pas en faire 10 derniers? It Follows. Oui. Allez en entière. Et voilà. Ouais. Bravo. Bravo quand même parce qu'il faut les faire. Il y en a combien? Beaucoup. Ouais, fallait Je les faire. compte vraiment Non, mais oui, une quinzaine de morceaux. Bravo. Bravo au vainqueur. Hein. Bravo Léandre. Bah putain, c'est bien. Je vais me faire payer des coups moi. Ah bah là, mais je te l'avais dit, c'était sûr que t'allais gagner. Ah là, très j'avoue bien, que là, c'est. En vrai, t'avais un petit avantage. Mais par contre, c'est ouf parce qu'il y en a mais que tu connais par cœur depuis, Oui, mais c'est depuis des années. C'est juste que tu t'es jamais demandé. C'est que c'est des films que j'ai pas vus. que t'as pas vu. Ouais. Et du coup, Victor de Martin, bravo. Bien joué. Et merci Sur ce, on va aller boire un coup. Merci Léandre pour cette performance. Mais je vous en prie. C'était ta première expérience live. Ouais, c'est Alors. Live Alors, dans ton salon avec tes deux dans mon potes. salon avec mon piano Alors. et mes copains. Alors. Je referai plus jamais. Ça refera plus jamais. C'est mort. Ah, c'est pas pareil de jouer les morceaux des autres en vrai. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes vos plateformes de streaming habituelles et sur le site uppercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre et Cédric et on espère que c'était très agréable à écouter et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Merci les gars. Merci à toi. Merci. Ouais, salut. Bonne soirée à tous.